Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire du programme EVE du 4 juin 2024 avec pour thématique aujourd'hui une revue du panorama et solutions du report modal ferroviaire et fluvial. Donc bienvenue à tous en tout cas et merci pour votre participation. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, de démarrer, je vous propose de faire un rappel rapide des règles du webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton Aide, donc avec le petit nuage et la flèche vers le bas. Le support de conférence est disponible en téléchargement pendant le webinaire via le bouton aussi que vous voyez. Donc, c'est le bouton, du nuage et de la petite flèche vers le bas. C'est surtout celui-ci le téléchargement. Pas d'inquiétude, le replay sera envoyé aussi par mail aux inscrits et sera aussi disponible sur la chaîne YouTube du programme EVE, E-V-E. Et à noter que vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions, donc bien les poser dans la rubrique questions et non dans le chat pour que votre question soit bien prise en considération. Et vous pouvez aussi voter pour les questions, pour l'ordre des questions qui sera à poser aux intervenants. Donc n'hésitez pas à voter pour vos questions. Et pour rappel, l'objectif de ce webinaire n'est pas de faire de la publicité pour les éventuels produits que vous pourriez proposer, mais bien voilà, de participer à un événement et à un panorama sur le report modal ferroviaire et fluvial. Voilà, ça c'était les petites règles. Nous allons maintenant faire un rapide tour de table pour commencer. Et puis, ayant la parole depuis le début, alors je me présente. Julien Beauchaton et je travaille pour EcoCO2. Donc, je suis référent national sur le dispositif Fret 21 du programme EVE, en charge d'accompagner les chargeurs dans la construction de leur dossier d'engagement Fret 21. Et je vais laisser la parole par ordre des photos sur cette diapositive. Donc, je laisse la main à Anne-Laure Noat pour la présentation. Oui, bonjour. Donc Anne-Laure Noat, associée Eurogroupe Consulting, cabinet de conseil en stratégie, management et organisation, et qui a un important volet d'activité dans le monde au sens large des mobilités, et notamment des sujets de transport et d'infrastructure en lien avec le ferroviaire et le fluvial. Et puis on est avec la UTF et dans le cadre de la SITL, les auteurs des baromètres dont on va parler après. Merci Anne-Laure. Je laisse la parole à Cyril. Oui, bonjour à toutes et à tous. Cyril Thirion, donc je suis responsable du programme Remove à l'ADEME. Merci Cyril. Je laisse la parole à Éloi. Bonjour à tous. Éloi Flippo, responsable du développement du transport fluvial et de la logistique fluviale au niveau national pour Voies navigables de France. Merci Éloi. Je laisse la parole à Marlène. Bonjour à tous, je m'appelle Marlène Fine et je suis chef de projet transport et logistique durable chez EcoCO2 et notamment je travaille sur le programme Appel d'air dont je vais vous parler tout à l'heure. Merci Marlène. Et pour terminer, je laisse la parole à Charlotte. Oui, bonjour. Donc Charlotte Duquesne, je suis chargée de mission commerciale collectivité chez Valeur Plast, qui a un rôle de chargeur et je m'occupe également des sujets de transport alternatif et de report modal. Très bien. Et bien, en tout cas, merci à tous pour votre participation et votre présence aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous propose maintenant de vous présenter le sommaire de ce webinaire. Alors, dans un premier temps, je vous présenterai rapidement quelques chiffres clés sur le programme EVE et les actions engagées par les entreprises sur le dispositif Fret 21. Puis, comme vous le voyez, Anne-Laure Noat vous présentera un baromètre sur le report modal ferroviaire et fluvial. Les différents dispositifs existants vous seront présentés successivement par Cyril Thirion, Éloi Flippo et Marlène Fine. Et ensuite, nous laisserons la parole à Charlotte Duquesne pour l'entreprise Valeur Place. Et enfin, pour conclure, nous aurons environ 15 minutes pour répondre à vos différentes questions. Donc, bien, posez vos questions dans la rubrique « Questions » en bas à droite de l'écran. Donc, comme précisé, je démarre donc par vous présenter quelques chiffres clés sur le programme EVE. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive l'infographie. Donc, l'infographie, vous retrouvez le bilan du programme EVE entre 2018 et fin décembre 2023. Pour rappel, le programme EVE, engagement volontaire pour l'environnement, comprend 3 dispositifs.
composé de 3 chartes pour, à ce stade, 3269 entreprises engagées. Donc, vous pouvez le voir sur la gauche, il y a 2670 transporteurs engagés dans le dispositif Objectif CO2. À ce jour, on est à 468 chargeurs engagés dans le dispositif Fret 21 et 150 commissionnaires de transport pour le dispositif EVCOM. Donc, en parallèle de ça, sur votre droite, il existe aussi 3 labels sur Objectif CO2 et un label sur Fret 21, qui viennent tous valoriser via un audit un plus haut niveau de performance environnementale pour les entreprises. Et en lien avec tous ces dispositifs existe la plateforme, donc elle vient, comme je l'ai précisé, faire le lien entre les 3 acteurs du programme EVE afin de faciliter l'échange de données environnementales. Donc, comme vous pouvez le constater, l'engagement moyen de réduction des entreprises engagées dans le programme atteint plus de 13% de réduction GES. Donc, on est bien au-delà des 5% minimum requis pour s'engager dans le programme. Donc, on voit que les entreprises sont très ambitieuses et pour presque 2 800 000 tonnes de CO2 réduites en valeur absolue. C'est l'équivalent de presque la moitié de l'empreinte carbone de la population française. Donc, ce n'est pas négligeable. Et donc, félicitations à toutes les entreprises engagées dans ces 3 dispositifs à ce jour. Ici, on a un rapide panorama des chargeurs engagés dans le dispositif Fret 21. Donc, vous en connaissez certainement plein. Je passe un rapide tour. Mais comme précisé, on est à 468 chargeurs engagés dans le dispositif Fret 21, allant de la PME à la grande entreprise et dont 50% des entreprises adoptent un périmètre d'engagement international. Donc, ça ne se limite pas qu'à la France. Donc, n'hésitez pas à vous engager dans ce dispositif avec un périmètre international. Pour terminer sur les chiffres clés du dispositif Fret 21, depuis 2021, il y a plus de 2100 actions qui ont quand même été identifiées par les chargeurs engagés dans ce dispositif. Elles sont réparties sur 4 axes. Alors, c'est écrit en tout petit, mais le premier axe majeur, c'est l'axe moyen de transport qui comprend des actions de type énergie alternative et report modal. Dans le report modal, on entend le ferroviaire, le fluvial ou tout autre report modal, bien entendu. Ensuite vient l'axe achat de prestations qui incite les transporteurs travaillant avec les chargeurs à s'engager dans le dispositif Objectif CO2 du programme EVE ou à mettre en place des actions de réduction CO2. Voilà. En numéro 3, on retrouve toutes les actions en lien avec l'optimisation des taux de chargement. Et enfin, en numéro 4, l'axe distance parcourue qui permet aux chargeurs de faire une revue de leur plan de transport afin d'optimiser les distances, par exemple. Mais nous, si on se focalise aujourd'hui sur notre thématique, qui est l'axe principal moyen de transport, comme vous pouvez le constater, les actions de report modal, ferroviaire principalement, mais pas uniquement, arrivent dans le top 4 des actions engagées par les entreprises. Donc, ce n'est pas négligeable. Et pour rappel, dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement du fret, l'État porte l'ambition de doubler la part du transport de marchandises vers le ferroviaire ou le fluvial, en les faisant passer de 9% en 2019 à 18% en 2030 et d'atteindre 25% en 2050. Donc, d'où l'intérêt de vous présenter dans ce webinaire aujourd'hui une revue des dispositifs existants dans le report modal. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour cette première partie. Je laisse maintenant la parole à Anne-Laure Noah pour vous présenter les baromètres sur le transport ferroviaire et fluvial. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Donc pour vous présenter la logique, donc ces baromètres, ce sont des baromètres qui sont faits maintenant depuis quelques années par Eurogroupe en lien avec la UTF et notamment qui sont dévoilés, présentés au moment du salon du transport international et de la logistique qui est organisé par RX. Donc c'est un baromètre qui est soumis à un ensemble de donneurs d'ordre, plutôt industriels, de la distribution, voilà, donc des chargeurs au sens large. Ce qu'on a vu, c'est que cette année, les secteurs de la grande consommation, de la chimie et des granulats sont les plus représentés, donc sans grande, j'allais dire, surprise par rapport à la nature des produits transportés. Donc, en toute transparence, hein, on essaye aussi de voir les différences d'une année sur l'autre sur de la composition du panel, parce que ça peut influer aussi sur les résultats. Et puis, on est dans un mix de taille et de volume. Donc, voilà, 64% des répondants, un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et près d'un quart entre 1 et 5 milliards d'euros. Voilà, donc c'est quand même des entreprises d'une certaine taille. Donc le panel, ce qui est intéressant et notamment peut-être par rapport aux échanges qu'on pourra avoir tout à l'heure, c'est qu'il est représentatif du paysage des flux massifiés, hein, donc avec des usages, des modes qui sont cohérents
avec les secteurs d'activité couverts, donc du conventionnel qui est plutôt utilisé par l'agriculture, les granulats, les matériaux de construction, et le combiné davantage par la grande consommation et les produits dangereux et chimie. On voit là aussi que le ferroviaire conventionnel n'est pas très attractif en fait par rapport à des filières qui ne sont pas traditionnellement utilisatrices. Voilà, faut déjà maîtriser pour s'en servir. Et puis, bien évidemment, sans surprise, là aussi, j'imagine pour vous, le transport routier reste encore le premier mode de transport utilisé, toute filière confondue. Donc, on a tiré l'attention là et on n'est pas dans des sujets de part de marché, mais on est plutôt dans des sujets de réponse des personnes interrogées sur la part qu'ils remettaient selon les modes. En ce qui concerne on a voulu savoir aussi finalement comment se faisait l'accès à ces différents modes massifiés, au fer, au fleuve, et par où passaient finalement les chargeurs pour remettre leur flux. Donc on a constaté cette année que la place du commissionnaire de transport était un peu plus importante. Donc voilà, donc on a notamment pour les flux conventionnels et combinés sur le ferroviaire, finalement, l'entreprise ferroviaire reste en premier, mais derrière, on a les commissionnaires de transport. Et dans le fluvial, c'est vraiment les commissionnaires de transport qui sont mis comme étant le premier interlocuteur pour échanger sur ces problématiques-là. Et puis dans le combiné, on est là aussi avec les organisateurs de transport, mais aussi dans le combiné fer-route, on voit que les transporteurs routiers ont leur place finalement pour amener aussi des chargeurs à utiliser le ferroviaire. Peut-être aussi à noter, puisqu'on est aussi sur des échanges en lien avec le fluvial, que le secteur des granulats et matériaux de construction, lui, a directement recours plutôt aux transporteurs fluviaux. J'ai oublié de le mentionner, mais les études sont disponibles et on verra peut-être avec Julien aussi pour vous les mettre à disposition d'une certaine manière. Elles sont sur notre site, mais voilà, donc on pourra vous les faire passer. Après, on demande aussi, et ça aussi depuis quelques années, et ça a bougé, comment vous êtes sollicité. Et est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, enfin viennent voir les chargeurs pour faire du transport ferroviaire, pour faire du transport fluvial? Et donc là, pareil, cette année, il y a un peu une évolution. Ce sont les commissionnaires de transport qui viennent voir, notamment dans le mode ferroviaire, avant même, en tout cas pour ceux qui nous ont répondu, avant même les entreprises ferroviaires. Et pour le fluvial, c'est effectivement aussi ces mêmes commissionnaires de transport qui sont à la manœuvre et qui sont finalement proactifs vers leurs clients. Pardon. Et puis, la question était plus globale, c'est est-ce que vous êtes ou pas sollicité? Et donc oui, et ça c'est un chiffre qui a bien progressé d'année en année. Voilà, les chargeurs sont de plus en plus sollicités aussi par les différents acteurs du système pour finalement transporter leurs marchandises avec ces modes. Un petit point qui est important, c'est que quand on a commencé ce baromètre, il y avait un vrai sujet de lisibilité et de compréhension du système ferroviaire, notamment. On ne posait pas la question à l'époque sur le fluvial, mais ça s'est amélioré. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une bonne lisibilité maintenant du système ferroviaire et fluvial. Donc, ça devient quand même compréhensible et lisible. Par contre, ce qui est à noter, c'est que étonnamment, alors là, ça nous a un peu surpris, on a beaucoup discuté avec la UTF, c'est que ceux qui jugent les choses le moins compréhensibles, c'est quand même les très gros, puisque c'est des entreprises au-dessus d'1 milliard, donc ça nous a aussi un peu étonnés. Et ça s'est concentré cette année dans le secteur de la grande consommation et des produits dangereux et chimiques. Voilà, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sans doute un effort de pédagogie encore à faire pour faire bien comprendre comment fonctionne la prise en charge de ces flux logistiques. Voilà, avec notamment des questions quand on n'est pas directement raccordé, comment est-ce qu'on peut quand même aussi profiter de ces modes de transport d'une manière ou d'une autre. Alors, la question peut-être clé, c'est que malgré tout, l'adéquation entre les besoins des chargeurs et l'offre reste à un niveau jugé pas très satisfaisant, avec une offre qui doit encore se développer. Donc la question était, est-ce que l'offre de transport des modes de votre pays correspond à vos besoins? Bon, ça reste quand même des réponses qui sont un peu faibles par rapport, en tout cas, il y en a beaucoup qui disent non.
alors, et notamment pour les entreprises de grande taille. Donc, on sait que c'est pas forcément les modes les plus flexibles, les plus souples, les plus réactifs par rapport au transport routier. Voilà. Mais néanmoins, c'est sans doute aussi dans l'approche et dans la volonté de développement de ces modes-là un point à prendre en compte. Étonnamment, on a vu pour le fluvial que le raccordement à la voie d'eau, en tout cas pour ceux qui ont répondu, n'entraînait pas forcément une meilleure adéquation de l'offre. Pas parce qu'on est raccordé qu'on trouve que l'offre est meilleure. Alors, dans les attentes principales pour lesquelles finalement il y a des améliorations qui sont attendues, le premier critère, et là aussi peut-être que ça suscitera des discussions, c'est la possibilité de massifier les flux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une volonté qui est de dire que l'on voit, c'est que voilà, c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur le fleuve route, ça ressort aussi sur le fluvial conventionnel, un peu moins mais en troisième position quand même pour le ferroviaire. Donc voilà, donc la question c'est comment je peux massifier. Donc là aussi on sait que c'est des sujets qui ont déjà été traités, abordés, questionnés, que c'est pas facile, mais voilà, donc ça reste un point clé, avec bien évidemment, notamment pour le ferroviaire conventionnel et la rail-route, la facilité de desserte des sites logistiques. Voilà, donc c'est important, même bien avant finalement la qualité du service. Voilà, et ça se retrouvait aussi dans les autres questions qu'on avait posées. Donc on avait posé quels étaient les modes, un peu les services innovants qui pouvaient être proposés. Donc sur le mode ferroviaire, on est plutôt en bonne adéquation entre l'attente et les réponses à ces attentes sur la mise à disposition de données et les informations. Et ça, c'est des points qui ont progressé aussi d'année en année. Donc c'est-à-dire que visiblement les chargeurs ont l'information, arrivent à avoir l'information qui est attendue. La réduction de l'impact environnemental, il y a encore des choses, mais finalement on n'a pas trop d'écart. Là où on a le plus d'écart, ça reste la mutualisation, comme ça a déjà été évoqué auparavant. Et en ce qui concerne le fluvial, on est en attente finalement sur l'impact environnemental, mais finalement la réponse est visiblement à niveau, en tout cas dans ce qui est exprimé. Et là où il y a des possibilités, par contre un peu plus en écart entre ce qui est attendu et ce qui est proposé, c'est sur la mise à disposition des données et des informations. Voilà. Après, question qui est posée aussi depuis quelques années, en cas de report modal, quel est le mode que vous allez privilégier? Donc en cas de report modal depuis la route, c'était la question. Donc ça reste le combiné rail-route, qui est loin devant sur finalement si je devais faire du report modal où j'irais. Voilà, mais on voit que le fluvial, le conventionnel, le fleuve route ont néanmoins une petite part qui est évoquée. Et qu'est-ce qui favorise finalement le report modal, que ce soit pour le ferroviaire ou pour le fluvial à moyen terme? L'offre, finalement, sa flexibilité et sa fiabilité, les incitations financières aux chargeurs, donc voilà, le fait d'être aidé aussi pour ça. Et on voit qu'il y a une vraie différence entre le fluvial et le ferroviaire sur la capacité à réduire les externalités. Donc c'est un point qui est beaucoup plus mis en avant sur le fluvial. Alors peut-être aussi parce que la réponse aujourd'hui n'est pas encore complètement apportée par le mode lui-même, mais voilà, donc en disant ou en disant aussi au contraire, voilà, on fait des progrès, donc on est en capacité d'apporter cette réponse-là, et la massification et les volumes qu'on transporte permettent d'être meilleurs. Voilà. Et il y a 2 ou 3 ans, il y avait un vrai point qui était la stratégie de l'entreprise, et que c'était ça qui tirait tout. C'était la volonté de l'entreprise d'afficher du report modal, d'afficher des logiques environnementales. Cette année, alors on savait qu'on était dans une année de crise, de grève. Voilà, donc effectivement, ça a un peu mis en avant d'autres sujets par rapport à purement une volonté politique interne à l'entreprise de favoriser ces modes. Et puis, je crois que j'arrive au bout, pour le futur, on a posé la question de savoir quel était le mode de transport qui a le plus de développement, de potentiel de développement. Donc, on ne sait pas ce qui a amené concrètement ce choix-là, mais en tout cas, c'est le fluvial qui est arrivé en tête cette année. Est-ce que c'est lié complètement à la composition du panel? On n'en est pas si sûr. Par contre,
on pense que les difficultés conjoncturelles du ferroviaire, la crise énergétique, les grèves ont pesé cette année. Voilà. Et puis, peut-être aussi le fait que finalement, il y a de la réserve de capacité sur le fluvial et on s'en rend compte et donc on doit pouvoir avoir du développement sur ce mode. Et voilà. Merci beaucoup Anne-Laure pour ce baromètre ferroviaire et fluvial. Je vous propose maintenant de passer en revue les dispositifs existants et je laisse la parole du coup à Cyril Thirion pour Remove. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va parler de Remove qui est un programme C2E que je vais vous présenter. Et donc je vais d'abord commencer à vous présenter les acteurs qui sont dans le programme parce que c'est vraiment sa spécificité. Et donc on a évidemment donc des financeurs puisque c'est un programme C2E, donc on a des obligés que vous avez dans la première ligne, donc Total Énergie, EDF, Distridine et Engie. Il est porté par l'ADEME qui est porteur pilote. Évidemment, les ministères sont présents, qui sont la DGEC et la DGITM. Et ensuite, on voit vraiment les porteurs et les partenaires. Donc, tous les gens qui sont cités, toutes les organisations professionnelles sont signataires de la convention. Donc, aussi bien les ministères que l'ADEME, que les obligés, que toutes les organisations que vous voyez ici. Donc, c'est structuré par secteur. Donc, vous voyez dans la première ligne le secteur ferroviaire, en dessous le secteur fluvial, le secteur maritime et les chargeurs ainsi que les organisations de transporteurs et de commissionnaires. Donc l'organisation, c'est que généralement on a un porteur, donc en l'occurrence pour le ferroviaire qui est l'UTP et qui a autour de lui un certain nombre de partenaires qui vont apporter une expertise technique, une expertise métier pour aider notamment le porteur qui est en fait la tête de pont et qui a la responsabilité de l'avancée du programme pour son secteur. Donc autour de l'UTP, il y a des organisations connues comme l'AFRA, le GNTC, Objectif OFP, SNCF Réseau. On a ensuite un secteur, le secteur fluvial, qui est représenté par VNF et Éloi Flippo s'exprimera tout à l'heure. On a aussi Entreprise Fluviale de France, qui est un syndicat de transport dédié au fluvial et la CPP. Autour de la coopération maritime qui est le porteur du secteur maritime, on a aussi un certain nombre de partenaires comme l'UPF, le cluster maritime français, l'UNIM, Winship et la FFPM. Ce sont des acteurs représentatifs de la manutention, notamment pour l'UNIM. Winship, c'est une association autour du VELIC. L'UPF, c'est l'Union des ports de France. Le cluster maritime français est une représentation dans laquelle il y a beaucoup d'acteurs du maritime comme des armateurs. Et la FFPM, c'est un syndicat professionnel des pilotines. Sur la dernière ligne, on a la UTF, donc qui est l'organisation des chargeurs, et les syndicats des transporteurs routiers, des commissionnaires, la FNTR, l'OTRE et TLF. Donc on voit tout de suite l'étendue en fait des acteurs qui sont présents et en fait la volonté Remove, donc qui est évidemment sur notre sujet, c'est-à-dire le report modal, qui est de regrouper autour de la table l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aussi bien les chargeurs que les transporteurs routiers, que les secteurs évidemment qui sont en charge du report modal. Et l'idée, c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire que même les transporteurs routiers ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à regarder ce qui se passait autour du report modal et éventuellement être en capacité de proposer, dans le cadre de prestations commerciales, du report modal à leurs clients. Donc c'est vraiment cette volonté en fait de raisonner multisecteur et aussi de regrouper avec les secteurs les chargeurs, parce que évidemment ils sont incontournables dans la mesure où on parle de leurs produits, mais aussi les organisations routières, afin qu'on soit dans une communauté finalement où il faut bien comprendre que les modes de transport sont complémentaires et non pas concurrents. Et donc c'est vraiment pour ça que c'était important que dans ce programme Remove, on ait l'étendue en fait des acteurs que je viens de vous présenter. Donc ensuite, si on regarde un peu ce qui se passe sur ce programme,
On est sur une convention qui dure 3 ans, ce qui est assez classique. On a un budget un tout petit peu inférieur à 40 millions. Ce qu'il faut aussi avoir en tête pour avoir les grands ordres de grandeur, c'est que la moitié de ce budget est consacrée aux aides financières directes pour aider le report modal, c'est-à-dire que ça prend la forme d'un appel à projet, qu'on vise plus d'1 millier d'entreprises qui seront sensibilisées sur les 2 dispositifs d'engagement, RIMO et l'OCTE, qui sont des dispositifs très proches de ce qu'on peut connaître dans EVE, que ce soit objectif CO2 ou FRED 21. Et donc, les dispositifs d'engagement s'appellent RIMO et l'OCTE. Et donc, le dispositif RIMO, on verra ensuite la logique, mais c'est vraiment une logique de RIMO pour report modal. Et l'OCTE, en fait, si on veut prendre une image, ce sera l'équivalent d'objectif CO2 dans les secteurs qui nous intéressent, c'est-à-dire le ferroviaire, le fluvial et le maritime. C'est-à-dire qu'on va demander aux secteurs qui sont en charge du report modal, c'est-à-dire qui vont gérer le report modal, de mettre en place à travers un catalogue d'actions, donc différentes actions qui vont permettre, dans le cadre de leurs activités, de générer du gain énergétique qui est en fait ce qui justifie l'existence du programme C2E, puisque le but du programme, un certificat d'économie d'énergie, c'est de générer du gain énergétique. Donc, du gain énergétique, on en génère naturellement à travers les activités de report modal, puisque le report modal est un des leviers les plus puissants pour générer du gain environnemental et aussi du gain énergétique. Donc, c'est vrai que si on veut décarboner le transport, le report modal est vraiment un levier extrêmement puissant et parmi les plus intéressants. Donc, si on regarde la logique des trois grands dispositifs qu'il y a dans le programme, on va avoir donc l'appel à projet et les 2 dispositifs qui seront dans la même logique donc que EVE, c'est-à-dire RIMO et l'OCTE. Et donc, pour que vous compreniez bien, en fait, la logique qu'on a par rapport notamment au marché et aux utilisateurs. Donc, l'appel à projet, c'est plutôt quelque chose où donc on va distribuer des aides. Et donc, on va faire savoir, évidemment, au marché qu'on distribue des aides. Et donc là, c'est des aides à des projets de report modal. Et donc là, l'idée, c'est que, du coup, c'est le marché qui vient vers nous pour nous soumettre un projet. Et les projets, on va les regarder. Donc ils vont déposer des dossiers, ils seront candidats. Et puis, on va faire émerger des lauréats. Et donc, en contrepartie du projet et de la promesse de report modal, eh ben, on va distribuer des aides. Alors, évidemment, c'est pas qu'une promesse de report modal, parce que l'aide, elle est générée par des factures. Hein. Donc, à un moment donné, il faut effectivement qu'il y ait une réalité du report modal, sinon, tout simplement, il n'y a pas d'aide. Donc, le risque est quand même assez limité. Mais là, il faut bien comprendre que dans l'appel à projet, finalement, on met à disposition une somme d'argent, donc des aides, donc à peu près 20 millions d'euros. Et du coup, c'est le marché qui vient vers nous pour nous proposer des projets. Le dispositif RIMO, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'adresser au marché et en fait, ce que le programme va financer, parce qu'on va financer quelque chose. Donc là, c'est pas donner de l'aide directe, c'est-à-dire financière, mais en fait, ce que le programme va financer, c'est une expertise. Et donc là, du coup, on va s'adresser au marché en leur disant, en leur expliquant tout l'intérêt qu'ils peuvent avoir à faire du report modal. Et donc, c'est aussi ce que justifie la présence que je vous ai montré tout à l'heure de l'AUTF, de OTRE, de la FNTR et puis de TLF. C'est-à-dire que eux vont s'adresser à la communauté des chargeurs, des transporteurs et des commissionnaires pour en fait faire des séances de sensibilisation qui ont 2 intérêts. Le premier intérêt, ça va être d'acculturer le marché. Ça, c'est l'objectif des sensibilisations. Et puis l'autre objectif, ça va être de faire venir parmi les gens sensibilisés dans un parcours d'adhésion, puis d'engagement et d'accompagnement en vue de faire du report modal. Parce que c'est vraiment l'objectif en fait d'un programme C2E qui consiste évidemment à accompagner, à faire des études, mais surtout à faire. Parce que à la fin du programme, ce qu'on veut, c'est effectivement compter un nombre de gains énergétiques, compter les camions qui auraient été transférés de la route vers un des modes massifiés. Et donc l'idée, c'est de s'adresser au marché
pour la culturer et puis pour identifier, pour trouver donc des entreprises qui seront intéressées à faire du report modal. Et donc, ce qu'on se propose dans le cadre de Remove, c'est de les accompagner. Donc, du coup, c'est porté dans le fluvial par VNF et c'est porté dans le ferroviaire par l'ensemble des acteurs que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis ensuite, on a donc l'OCTE. L'OCTE, c'est la même logique que Remove, c'est-à-dire que les secteurs vont s'adresser, mais pour le coup, à leur marché, donc qui connaissent bien, puisque ça va être les entreprises ferroviaires, les entreprises de manutention dans les ports, par exemple, et puis les sociétés de transport fluvial. Donc tout ça, les secteurs ferroviaires vont se saisir de ce sujet et faire aussi des séances de sensibilisation, comme la même logique que Remo, auprès des acteurs qui connaissent. Et donc l'idée, ça va être qu'un certain nombre des acteurs représentants de ces secteurs-là, des modes massifiés, s'engagent dans l'OCTE, qui est donc un dispositif qui permet, à travers des axes identifiés et des actions parmi ces axes, actions avec lesquelles on va associer des gains énergétiques, par exemple l'éco-conduite, de générer du gain énergétique. On sera dans des choses assez classiques, c'est-à-dire que généralement la durée d'engagement c'est 3 ans et l'objectif de gain énergétique c'est 5%. Donc 5%, donc on a une période de P0 et puis après on va avoir 3 années et l'idée c'est de faire de générer 5% de gain par rapport à une année de référence qui serait P0. Donc on est dans quelque chose d'assez structuré, aussi d'assez simple, et ce qui permet aussi du coup d'organiser un peu la stratégie de gain énergétique, et puis aussi d'offrir au marché une méthodologie qui permet d'atteindre des gains énergétiques et puis aussi de les valoriser. Donc voilà la logique des différents volets. Et en fait, l'ensemble de ces trois volets, en fait, c'est ça le programme Remove. Donc, si on va plus précisément dans Remove, donc on voit que dans l'aspect report modal, on va avoir l'appel à projet. Donc, pour dire quelques mots, on a eu, alors c'est plus 93 dossiers, mais en fait, on en a eu 2 de plus au dernier moment, donc c'est 95. Enfin, je vais en mettre à jour. 2 relèves, une relève qui se terminait fin janvier, une deuxième relève qui se terminait fin mars. Les jurys de la première relève sont en cours. On va très bientôt avoir des lauréats d'ici la fin du mois. Et dans la foulée, on fera l'instruction et les jurys de la deuxième relève. Donc, ce sera certainement après l'été, dans le courant du mois de septembre. Donc, et sur la AP Remove, donc, on voit à 95 dossiers l'intérêt très fort du marché pour le report modal. Donc, on voit beaucoup de projets, c'est très intéressant, aussi bien ferroviaires que fluviaux. On voit aussi des projets qui sont portés par les chargeurs, mais aussi beaucoup par des commissionnaires ou bien par des transporteurs, donc beaucoup de variétés. On voit aussi des tailles différentes de projets et d'entreprises qui candidatent, donc c'est aussi très intéressant. Et on voit aussi des secteurs différents d'activités, c'est aussi ça qu'on voulait. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses et beaucoup de connaissances à retirer des projets, parce que l'idée, c'est pas juste de distribuer des aides. L'idée, ce sera aussi de communiquer par rapport à tous les projets lauréats pour créer une dynamique autour du report modal et montrer que c'est possible. Et puis aussi de tirer les enseignements de tous les projets qu'on va accompagner dans leur mise en place pour voir, en fait, quels leviers sont utilisés et de voir finalement parmi tous les projets qui auront le mieux réussi. Alors, ils vont tous réussir évidemment, mais il y en a qui réussiront, qui seront forcément très exemplaires, de voir qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces projets pour voir quels leviers ils ont utilisés, quel chemin ils ont emprunté finalement, pour essayer de voir ce qu'on peut en retirer et puis éventuellement nous aider à construire des aides pour des programmes futurs ou des AAP futurs. Et puis sur la gauche, c'est un processus d'engagement que certainement vous connaissez, puisque là on est dans le cadre de F, donc avec du fret 21 ou l'objectif CO2, c'est-à-dire qu'on commence par une phase de sensibilisation. Ensuite, si les gens sont intéressés, eh bien ils vont adhérer, ils vont construire un engagement, donc ils vont construire un projet. Ce projet sera soumis à un jury, ce qui est normal puisque derrière l'accompagnement est payé par le programme, donc il faut qu'on s'assure que les projets qui sont accompagnés soient vraiment robustes. Et puis ensuite, c'est une phase d'accompagnement qui commence
On fait un bilan intermédiaire et puis après un bilan à l'issue du programme. Donc voilà, des choses assez. On a voulu faire des choses à la fois assez classiques et assez simples pour que les gens aient pas peur de s'engager en fait. Et concernant l'OCTE, donc dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, donc les cibles sont les opérateurs de transport, les opérateurs des secteurs de mode massifié. Hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent d'objectifs CO2 appliqués à nos modes massifiés fer, fleuve, maritime. Donc c'est un dispositif qui est évidemment construit par l'ADEME, mais on va dire co-construit aussi avec les secteurs, parce qu'il faut qu'ils se l'approprient, c'est eux qui vont le faire vivre. L'idée aussi, c'est que on trouve un collectif d'entreprises engagées qui partagent les bonnes pratiques. On a des fiches actions, et puis on offre évidemment une méthodologie avec des outils, des indicateurs, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure. Ce qui est important aussi, alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais c'est plutôt au secteur de mode massifié, parce que pour eux c'est vraiment nouveau cette approche. Donc leur expliquer que en fait ils se retrouvent finalement intégrés finalement dans une réflexion qui est engagée depuis longtemps. Et c'est pour ça que on a fait un peu cette rétrospective avec les différents dispositifs, VECOM, Fred 21, Objectif CO2, pour montrer que il y a une logique dans la construction et dans l'adresse qu'on fait au marché et dans les différents dispositifs qu'on peut proposer, une logique avec des traits communs. Par exemple, la méthodologie, les 3 ans, les 5%, les axes, les actions dans les axes, et qu'à chaque fois on va adresser à des secteurs, des acteurs différents, et que ça fonctionne. La preuve, puisque on voit bien pour Objectif CO2 2008-2011, donc des dispositifs qui ont eu le temps de se construire, de réfléchir, de s'améliorer, de s'organiser, et puis de proposer des choses tout à fait intéressantes jusqu'à devenir des standards de marché. Et donc pour montrer aussi à ces nouveaux venus donc qui sont dans l'OCTE, qui sont dans les pas d'autres dispositifs qui ont fait leurs preuves. Et donc on est vraiment en phase de construction. C'est ça dont il faut avoir conscience, mais qu'on peut s'inscrire tout à fait dans le temps long. Et c'est ça qu'on veut montrer à travers cette bas de page qui vous parle beaucoup à vous, mais qui est très importante pour que les gens, les secteurs qui sont dans l'OCTE comprennent qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche qui est à la fois globale et qui s'inscrit dans le temps long. Voilà. Donc en termes, très rapidement, je vais terminer là. Donc sur l'AAP, évidemment, nous ce qu'on veut, c'est faire du suivi et évidemment la mise en œuvre du report modal. C'est faire l'accompagnement des projets lauréats, identifier les bonnes pratiques et communiquer. C'est très important, je pense, de communiquer pour créer une dynamique en fait autour du report modal. On espère avoir du budget, le garder pour proposer un nouvel AP en 2025. Et évidemment, les 2 dispositifs Rémo et l'OCTE, pour vous dire où on en est. Là, on a terminé leur construction, ils sont opérationnels et on espère qu'ils vont démarrer juste après l'été à la rentrée. Voilà. Et je crois que j'en ai terminé. Oui, merci Cyril, en tout cas pour cette présentation de Remove. Et n'hésitez pas à aller dans les questions, il y a quelques questions qui vous sont adressées, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je laisse maintenant la parole à Éloi pour le PARM. Merci Julien. Donc je vais vous parler en effet du PARM, mais plus largement du transport fluvial, de ses avantages et de comment on y accède, comment on peut lancer un projet. C'est ce que nous faisons. En fait, vous voyez, nous sommes un réseau d'une quinzaine de personnes au sein de Voies navigables de France pour aider les commissionnaires de transport, les compagnies maritimes, les entreprises de transport routier et les chargeurs, bien sûr, à transformer une idée de transport fluvial, de report modal en projet et à concrétiser ce projet. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? VNF, très rapidement, nous sommes l'établissement public chargé de gérer le réseau navigable français, la quasi-totalité des voies navigables en France, c'est-à-dire qu'il existe environ 8000 et quelques kilomètres de voies navigables en France. Nous en gérons presque 7000. Et donc, ces voies sont des voies de deux types principalement, soit des voies à grand gabarit,
là où on verra des très gros bateaux circuler, comme l'axe Seine-Oise, le réseau des Hauts-de-France, la Moselle, le Rhin, le Rhône, principalement. Et puis, par contre, un réseau à plus petit gabarit, un réseau plus ancien, sur lequel circulent des bateaux plus petits, évidemment, un réseau qu'on appelle le réseau Freycinet, qui a été aménagé il y a environ 150 ans et qui n'a pas subi de modifications majeures au cours de ces dernières décennies. Donc, il circule surtout des bateaux plus petits de taille plus petite. Mais on peut en transporter à peu près toute catégorie de marchandises, y compris des marchandises sous température dirigée, puisque un certain nombre de points de port sont équipés de prises reefer. Donc, alors tout d'abord, en fait, nous sommes, alors ce réseau en fait est équipé, je dirais, d'un certain nombre de ports fluviaux, environ 25 ports fluviaux publics dans toute la France. Je signale au passage d'ailleurs que nous allons, nous VNF, nous sommes gestionnaires, enfin concédants plutôt, d'un certain nombre de ports fluviaux, environ 25 ports fluviaux de marchandises en France, et que ces concessions arrivent à terme dans les prochaines années, et que donc il y a des opportunités pour un certain nombre de groupes logistiques, ou pourquoi pas de grands chargeurs, de prendre des participations dans des structures de gestion que nous cherchons à créer dans ces ports, qui sont parfois des ports de première importance, mais aussi parfois des ports un peu moins connus, tels que Béthune, dans les Hauts-de-France, Chalon-sur-Saône ou Mâcon, en région Bourgogne. Et voilà, donc ce sont des opportunités qui sont offertes, qui sont proposées. Il y aura des appels à candidature de la part de VNF. Ce réseau, donc le réseau à grand gabarit, il est disponible en grande partie 24 heures sur 24, et le réseau à plus petit gabarit sur des amplitudes horaires plus restreintes. Mais par contre, nous avons la possibilité de faire passer des péniches par des écluses avec sur demande. On appelle ça des services spéciaux d'éclusage, et on peut tout à fait faire passer des péniches sur la route des Freycinet au-delà des horaires normaux, avec un petit supplément sur le péage marchandises qui est loin d'être rédhibitoire. Sur ce réseau naviguent environ 3000 bateaux qui vont de 250 tonnes, comme je le disais, à près de 4000 tonnes. Et ces bateaux, eh bien, sont gérés par une trentaine d'entreprises de transport fluvial qui travaillent en France, soit françaises, soit belges, parfois néerlandaises, et qui organisent des prestations de transport fluvial. Elles sont toutes commissionnaires de transport. Donc, vous voyez, ce sont des entreprises qui travaillent le multimodal. Nous, une VNF, que faisons-nous dans tout cet écosystème? Eh bien, tout d'abord, nous gérons le réseau. Nous faisons en sorte que ça fonctionne. On veille à ce que toutes les informations circulent bien, que le réseau soit disponible comme il doit l'être, et on résout les problèmes quand il y en a. On garantit la disponibilité, ce qui nous permet d'afficher un taux de fiabilité exceptionnel, puisque sur le grand gabarit, on obtient un taux de disponibilité des voies par rapport à ce qui est prévu de près de 100%. Sur l'axe Seine, en tout cas, c'est le cas. Et d'ailleurs, nous planifions nos travaux de maintenance sur le réseau près de 2 ans à l'avance. On le stabilise avec l'AUTF, avec TLF, avec un certain nombre d'organisations professionnelles représentatives des clients, des navigants, de toutes les organisations professionnelles. On appelle ça dans les commissions d'usagers. Et donc, on stabilise ce calendrier de travaux de maintenance qu'on appelle des chômages près de 2 ans à l'avance. Bien sûr, il y a parfois des imprévus, il y a des pannes, ça peut arriver à certaines écluses, certains barrages. Et dans ces cas-là, eh bien, on résout le problème aussi rapidement possible. Et surtout, nous indemnisons les transporteurs fluviaux quand c'est un problème imprévu qui est de notre responsabilité et non pas un phénomène climatique, par exemple. Donc, ce que je voulais vous indiquer plus particulièrement sur ce réseau de personnes chargées du développement du transport que j'anime au niveau national, eh bien, nous, que faisons-nous? Tout d'abord, nous identifions des projets de nouveaux transports par les différents moyens, les différents réseaux auxquels nous participons. Nous suivons à peu près 120 projets de nouveaux transports et on essaie de faire aboutir ces projets avec bien un rôle de facilitateur. Donc, bien sûr, nous connaissons les gestionnaires des ports fluviaux, toutes les entreprises qui travaillent dans les ports fluviaux, les entreprises de manutention qui sont dans les ports ou qui sont des entreprises mobiles aussi, des solutions de manutention mobiles. Nous connaissons bien sûr les institutionnels, les collectivités, les services de l'État qui sont chargés de l'organisation des transports, de colis lourds par exemple, et nous faisons un rôle de facilitation. Nous essayons d'assembler, de mettre autour de la table ces différentes personnes au bénéfice des projets que nous identifions. Et puis, le cas échéant, nous apportons également aussi des soutiens financiers
à ces différents projets si c'est nécessaire. Et par exemple, en effet, il existe ce plan de subvention que nous avons appelé le plan d'aide au report modal, le PARM. C'est un plan de subvention de 5 ans qui est approuvé par la Commission européenne et qui permet en fait d'accompagner un projet de report modal dans ses différentes phases. Nous savons d'expérience qu'un projet de report modal passe par une phase d'étude, souvent une phase d'étude qui vise tout simplement à étudier la faisabilité technique, financière, économique et que sais-je d'un projet de transfert d'un flux ou de plusieurs flux du mode totalement routier vers un mode combiné fluvial. Et donc ça, c'est une décision qui est impactante pour l'entreprise, pour le chargeur, pour l'industriel ou l'entreprise de distribution, qui impacte bien sûr le service transport, mais aussi d'autres services, le service comptabilité, le service commercial, etc., service qualité, ordonnancement en méthode, que sais-je. Et donc, eh bien, c'est une étude. Une étude qu'un chargeur peut faire en interne, ou peut sous-traiter à un consultant. Nous en connaissons une trentaine. On connaît, nous, VNF, une trentaine de consultants logistiques qui connaissent le transport fluvial. Ça n'est pas donné à tous les consultants logistiques. Donc, on tient à disposition cette base de données de consultants et éventuellement des shortlists qu'on est capable de fournir selon la typologie du projet. Et puis, nous apportons pour ces études un concours financier, une subvention de 50% du budget de l'étude avec une aide, donc une subvention plafonnée à 25 000 €. Il est même possible actuellement de compléter cette subvention par un concours financier, un complément financier dans le cadre du programme Remove que Cyril Thirion nous expliquait à l'instant. Et donc, il est possible de compléter ce financement avec une deuxième participation de 50% du budget prévisionnel de l'étude, et celle-ci étant plafonnée à 15 000 €. Donc, vous voyez que on est capable, entre le PARM et Remove, d'apporter des concours financiers considérables à une étude avec un concours financier total plafonné à près de 40 000 €. Donc, c'est tout à fait considérable et virtuellement, pourquoi pas 100%. Bien sûr, la prise en charge d'une partie du budget de l'étude dans le cadre du programme Remove est conditionnée à un certain nombre est soumise à un certain nombre de conditions. D'une part, une lettre d'engagement, la signature d'un questionnaire de maturité par rapport au mode fluvial, qui nous permet de déterminer le bon niveau d'accompagnement dans le cadre du programme Remove notamment. Donc ça, c'est pour la partie étude. On sait aussi d'expérience que ces projets de report modal passent par quasiment toujours par une phase d'essai ponctuel, puisque un ou une responsable de transport ne va certainement pas engager sa responsabilité et engager toute l'entreprise dans un process de report modal sans avoir testé la fiabilité et la pertinence du mode fluvial. Donc ces essais, nous le savons, eh bien, le mode fluvial, s'il comporte de nombreux avantages, il est 4 à 5 fois moins émetteur de CO2 que une solution purement routière, il est extrêmement fiable, il est traçable, il est moins coûteux, mais en phase d'essai, comme bien souvent, comme dans n'importe quel essai, eh bien, un essai mobilise des moyens que bien souvent un client va mobiliser assez rapidement. Et donc, en phase expérimentale, le mode fluvial peut être plus cher, peut être plus coûteux. Et dans ce cas-là, VNF, nous prenons en charge 100% du surcoût de l'essai fluvial par rapport à une solution routière qui existe déjà et qui est éprouvée au sein de l'entreprise. 100%, donc vous voyez, c'est tout à fait considérable. Et 100% du surcoût avec une subvention plafonnée à 100 000 € par projet. Donc vous voyez que ça permet quand même de mobiliser, de déclencher des expérimentations importantes. Et ces expérimentations, nous demandons qu'elles soient limitées à 10 transports sur une durée maximale de 6 mois. Nous avons même prévu un volet spécifique à ce que nous appelons la logistique urbaine, c'est-à-dire l'approvisionnement de biens de consommation pour des magasins en centre-ville ou bien pour des particuliers. Et là, nous mobilisons des budgets encore plus importants puisque nous sommes prêts à prendre en charge 100% du surcoût de l'expérimentation fluviale durant 6 premiers mois et encore 50% dans les 6 mois suivants avec un plafond d'aide non plus de 100 000 € mais de 200 000 €. Et enfin, si jamais, par malheur, j'allais dire, il est nécessaire de faire un investissement, c'est-à-dire de passer par un investissement dans un outillage de manutention ou la rénovation d'un quai ou ce genre de choses, eh bien, VNF, nous sommes aussi capables d'accompagner financièrement ces investissements dans le cadre du plan d'aide au report modal, avec des subventions qui s'échelonnent entre 25 et 50% du montant d'investissement, un plafond d'aide à 500 000 €. Et dans ce cas-là, nous mettons en œuvre en fait des conventions pluriannuelles
au terme desquels nous versons ces subventions annuellement sur la base du constat de l'activité fluviale qui a été effectivement constatée. Alors, pour aller plus loin dans la compréhension du mode fluvial, bien sûr, il est possible de nous rencontrer. Je vous le disais, nous sommes présents partout où il y a des voies navigables, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec la carte que je vous ai montrée. Nous organisons notre propre événement du transport fluvial qui s'appelle River Dating, et le prochain sera à Lyon en novembre 2025. Mais dans l'intervalle, nous avons beaucoup d'autres rendez-vous à vous proposer. Nous étions à la ICTL, évidemment, avec un pavillon fluvial. Nous sommes présents sur d'autres salons comme EcoClass Logistique. Et surtout, nous organisons des journées d'information sur le transport fluvial, des journées régionales que nous appelons River Training. Et nous en faisons 9 cette année en France, voilà, la prochaine étant à Bonneuil-sur-Marne le 19 juin, ou ensuite à Fos-sur-Mer le 26 juin, et vous avez les dates qui suivent. Voilà donc le principal de ce que je voulais expliquer sur l'accompagnement de VNF, non seulement des subventions, mais surtout la mise en réseau avec les bons acteurs, puisque le mode fluvial n'est pas forcément extrêmement transparent du premier abord. Donc nous essayons de démystifier et de faciliter les choses au maximum. Eh bien, merci Éloi. Et justement, vous avez des questions à ce sujet dans la rubrique questions. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et du coup, je vais laisser la parole à Marlène Fine pour Appel d'air. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire un peu plus court que prévu pour que Madame Duquesne puisse aussi s'exprimer. Si on veut vous laisser dans 9 minutes, c'est une sorte de gros challenge là qui m'est proposé. Bon, alors je vais essayer d'aller vite. Juste un mot pour dire que là, on vous a présenté jusqu'ici des solutions en termes d'aide financière qui peuvent vous aider donc à financer vos projets, si on résume ce qu'on a vu avec Cyril Thirion et Éloi Flippo. Et ils vous ont aussi parlé de support organisationnel. Donc si vous devez retenir un peu ce qu'on a voulu vous partager aujourd'hui, il y a à la fois des aides financières qui peuvent vous aider à mener vos projets, et il y a aussi du support opérationnel et organisationnel qui est prévu dans Remove, qui est aussi disponible auprès des équipes de VNF. Et il y a un autre support organisationnel sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui est le programme C2E Appel d'air, dont je vais vous parler. Maintenant, c'est un programme donc qui est porté par l'association AI Cargo Fondation, qui est le porteur de ce programme, qui travaille sur comment utiliser la donnée et le numérique, mais aussi plus largement l'intelligence artificielle pour améliorer l'impact environnemental du transport et de la logistique. Donc cette association a créé ce programme, donc a démarré en même temps que le programme Remove début 2022, et il va se terminer fin 2025, pour vous aider à accélérer vos projets de report modal en développant une solution d'assistance numérique. Et je vais vous expliquer dans la slide d'après qu'est-ce qu'elle comprend cette solution d'assistance numérique et cet outil qui s'appelle Cumulus. Avant ça, juste pour vous dire pourquoi EcoCO2 intervient dans ce cadre-là, il se trouve que l'association AI Cargo a référencé une dizaine de prestataires pour les aider à déployer leur programme. Et la mission des prestataires dont fait partie EcoCO2, c'est de sensibiliser au programme et d'accompagner les entreprises à l'utilisation de l'outil. Ce programme, il a des objectifs quantitatifs comme ceux que vous a, du même, on va dire, registre que vous a présenté Cyril Thirion tout à l'heure. L'objectif d'Appel d'air, c'est de sensibiliser 4000 entreprises, d'avoir 2 milliards de tonnes kilomètres qui sont assistées numériquement et d'avoir à la fin de l'année prochaine 250 entreprises connectées. Qui peut bénéficier de ce programme? Ça peut être à la fois un chargeur, je sais que vous êtes nombreux à avoir ce profil-là aujourd'hui, mais il y a aussi des prestataires de transport aujourd'hui. Donc si vous êtes commissionnaire, vous êtes aussi prestataire de transport routier par exemple, vous pouvez aussi utiliser, on va dire, la solution du programme Appel d'air. Alors pour faire quoi? Pour faire un état des lieux de vos potentiels de report modal. L'idée, en fait, c'est un peu sur le même principe que le site sncf.com, mais pas justement requête par requête. L'idée, c'est de vous permettre de prendre votre plan de transport, de l'injecter dans un outil web et de le matcher automatiquement avec l'offre de services ferroviaire et fluvial. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça justement dans le chat. Et vraiment, retenez qu'Appel d'air, c'est ça, c'est un outil qui peut vous permettre de faire un diagnostic rapide de
vos flux mis en parallèle avec les solutions ferroviaires et multimodales qui existent. Qu'est-ce que vous pouvez faire et ce sur quoi vous pouvez travailler. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et le deuxième intérêt d'Appel d'air, c'est aussi de vous aider à travailler sur la mutualisation. Donc Madame Noat nous a dit tout à l'heure que c'était une préoccupation des entreprises d'avoir des outils qui les aident à mutualiser. Appel d'air fait ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est de mettre en commun les données des utilisateurs. Pour ceux qui y sont favorables, il y a tout un système de validation, évidemment, de qui partage les données à qui, pour pouvoir créer les nouveaux trains de demain. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'on pourrait rentrer beaucoup dans le détail, j'en suis déjà à 5 minutes, et vous avez le lien pour aller voir comment fonctionne l'application Appel d'air, vous avez le lien dans la page qui est là. Et je vais pas vous présenter du coup les fonctionnalités, je les ai un petit peu décrites, vous retrouverez les éléments dans le support. Sachez que si vous voulez en savoir plus, EcoCO2 a prévu de faire un webinaire sur le sujet le 20 janvier à 9 h. Donc, il vous sera l'invitation vous Le sera 20 juin, partagée. Marlène. Le 20, ah oui, pardon, le 20 juin, oui, parce qu'on travaille plutôt à 2 semaines qu'à 6 mois. Merci. Pardon, merci Julien. Et je termine en vous disant que sur Appel d'air, il y a déjà 70 utilisateurs. Vous voyez les logos des entreprises qui sont connectées aujourd'hui. Ils n'y sont pas tous, mais ça vous donne un peu une idée de qui a déjà fait un pas dans Appel d'air. Tout est financé par le programme, il n'y a pas de reste à charge. Là aussi, c'est un programme qui vous aide d'un point de vue organisationnel dans votre projet de report modal. Et avant de donner la parole à Madame Duquesne, on avait juste envie de vous dire un mot pour que vous puissiez bien avoir en tête l'articulation justement entre Eve, que vous connaissez, Appel d'air et Remove et le PARM. Donc vous savez que Eve, c'est le programme global qui vous permet de travailler sérieusement sur votre décarbonation. Quand vous êtes engagé dans Eve, forcément, vous avez un axe d'action report modal. Et si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, n'oubliez pas ces 3 programmes qui sont à disposition pour vous aider à avancer et qui sont également financés en partie par les C2E. Donc vous pouvez faire les deux. Et je laisse la parole à Madame Duquesne. Merci Marlène, en tout cas. Merci. Bon, je vais essayer de faire vite. Donc je rentre dans le vif du sujet directement. Donc je travaille pour Valeur Place, qui est une société anonyme sans but lucratif, qui a été créée il y a 30 ans suite à la mise en place de la collecte sélective des emballages ménagers. Donc Valeur Place, comme son nom peut le laisser suggérer, s'occupe plutôt du plastique. Et donc voilà, elle a été mise en place par elle est soutenue par trois actionnaires qui sont des représentants des fabricants de matières plastiques ou d'emballages plastiques, dont l'objectif, donc au moment de la mise en place de la collecte sélective, était d'assurer un avenir aux déchets plastiques et donc de faire en sorte que cette matière soit bien recyclée et réemployée pour de futurs usages. Donc nos 4 missions, c'est d'assurer la reprise des emballages plastiques qui ont été collectés et triés au sein des centres de tri, donc de les récupérer et d'assurer tout l'enlèvement et l'acheminement jusqu'à des unités de recyclage. Donc à ce titre, on a un rôle de chargeur. Donc on rachète cette matière aux collectivités et on la revend à nos partenaires recycleurs, avec pour objectif donc de développer des filières de recyclage en local le plus possible. En tout cas, on a contribué depuis 30 ans beaucoup à développer le recyclage des plastiques en France. Et on est également partie prenante dans tout ce qui est éco-conception des emballages plastiques avec d'autres partenaires, et on a ce rôle donc de sensibilisation des publics sur les enjeux du recyclage. Donc peut-être que je vais passer assez vite, mais donc on a
pris en charge 150 400 tonnes d'emballage plastique en 2023, ce qui représente à peu près la moitié du marché français, un peu plus de la moitié des collectivités françaises en contrat avec nous en 2023, et donc 70% des emballages recyclés en France. Et donc on est, voilà, c'est un gros volume, mais on est une petite structure, on est 30 personnes chez Valeur Plast. Donc moi sur ces sujets-là, je travaille avec Maxence Chauveau qui est notre responsable logistique et ADV, donc qui est en lien direct avec les prestataires de transport, donc principalement routiers. Et donc on est sur entre 700 à 800 transports affrétés chaque mois, tout flux confondu, donc on traite beaucoup d'emballages, mais aussi d'autres types de plastique. On est aussi en train de développer tout ce qui est plastique de déchetterie. Donc on agit sur tout le territoire national, où on commande des transports pour venir chercher les plastiques dans les centres de tri, donc ils sont partout. Donc là l'année dernière on a travaillé avec une centaine de centres de tri vers donc les sites de recyclage, donc 28 sites, donc principalement en France et pays limitrophes. On va pas plus loin que Belgique, Pays-Bas, un petit peu nord de l'Italie et Espagne, en gros. Alors, pour faire le lien avec tous les sujets qui ont été abordés précédemment, donc Valeur Plast avait déjà auparavant initié des projets de report modal, notamment sur la Seine. Donc entre 2010 et 2016, il y avait déjà eu des trajets effectués, et puis ça s'était arrêté pour tout un tas de raisons, notamment techniques et aussi d'arrêt de mutualisation, donc qui ont eu un impact aussi sur les coûts. Mais voilà, suite à des discussions avec une des collectivités avec qui on est en contrat sur la reprise des plastiques et qui est embranché, enfin dont un des centres de tri est vraiment à proximité de la voie d'eau, on a été fortement incité à se remettre sur le sujet. Donc il a fallu en gros refaire un état des lieux de la situation pour réfléchir à comment reprendre ces trajets. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de VNF pour mener une étude logistique sur laquelle on s'est fait aider par un bureau d'études qui était implanté sur le territoire en question. Donc on a pu bénéficier de l'aide du volet A du PARM, ce qui nous a permis d'identifier les conditions de reprise de ces trajets, d'évaluer les coûts et les autres aides et supports possibles. Donc en toute logique, une fois qu'on a eu identifié des transporteurs pour nous aider à mettre ça en place, on a fait appel au volet B du PARM pour mener à bien des expérimentations, voir un peu tout ce qui était, voir les conditions concrètes de reprise de ces trajets. Et certains points de vigilance avec pour objectif de les pérenniser. Donc on a pu mener 5 trajets sur le deuxième semestre 2023, donc qui nous ont permis de valider le mode opératoire et aussi d'envisager un report sur d'autres bassins. Mais donc notre objectif maintenant c'est de pouvoir pérenniser ces trajets et de faire en sorte que l'ensemble des trajets routiers initialement effectués sur cette liaison fasse l'objet d'un report modal. Donc là, c'est pour juste vous donner une idée du type de conditionnement qu'on a pu identifier pour mener à bien ce trajet, parce qu'on est sur des balles plastiques, sur un type de matière un peu particulier. Et donc il y a aussi des enjeux de pollution plastique forcément, et donc aussi d'image. Donc on a dû aussi faire attention à ça. Donc en parallèle, on a pris connaissance, on a été informé du dispositif Fret 21, et on a donc pu être accompagné par l'équipe d'EcoCO2 ici présente. On a fait le choix de bénéficier d'un accompagnement renforcé par un bureau d'études référencé
pour pouvoir faire le point sur notre plan de transport et pouvoir remplir les matrices, les fichiers fret 21 et voir aussi sur quels axes et à quel niveau de réduction des émissions on pouvait tabler. Donc là, vous avez la liste des axes sur lesquels, des actions sur lesquelles on a commencé à se concentrer depuis l'année dernière. Donc on a pu, on part du périmètre 2022 et donc on est sur ces 3 années 2023, 2024 jusqu'à fin 2025 pour essayer d'atteindre cet objectif de réduction de 5% de nos émissions. Donc c'est le minimum. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que sur certains axes, on avait déjà fait beaucoup d'efforts, notamment sur le taux de chargement des camions, et que du coup la marge de manœuvre forcément était plus restreinte maintenant. Et bon voilà, c'est un peu dommage de pas pouvoir la formaliser dans le cadre du dispositif, mais on a quand même encore quelques petits efforts à faire. Et donc il y a on a aussi on a, à travers le fluvial qu'on avait initié, on a pu intégrer un objectif de report sur le fluvial, mais également sur le ferroviaire. Donc ça s'est un peu fait au fil de l'eau, mais ce qui était pas mal aussi dans le dispositif, c'est de pouvoir faire évoluer les actions quand il y a des choses qui se déclenchent. Donc là, on a pu démarrer aussi du transport ferroviaire depuis la fin 2023. Donc c'était assez satisfaisant de voir que des choses pouvaient s'enclencher et être valorisées dans le cadre du dispositif. Et donc là encore, on a continué à tirer le fil des dispositifs et des programmes d'accompagnement sur ce volet du transport alternatif. Donc on a pu on s'est informé sur le programme Appel d'air et on a pu être accompagné également pour, comme l'a expliqué Marlène juste avant, identifier, voire confirmer des lignes qu'on avait pu identifier auparavant, mais en tout cas les lignes permettant un report modal de nos flux, donc sur les voies fluviales et ferroviaires. Et donc l'analyse par le logiciel nous a servi de support aussi pour construire notre dossier de candidature à l'appel à projet Remove dont a parlé Monsieur Thirion juste avant. Donc voilà, ça nous a bien aidé pour construire ce dossier et puis aussi avoir des perspectives sur ces actions-là. Et donc identifier les transporteurs qui propose ces lignes, voir un peu les freins, les opportunités pour chaque, et puis envisager de futures expérimentations. Et donc voilà, comme je le disais, à travers tous ces dispositifs, on est dans une boucle assez vertueuse. On espère qu'on va pouvoir concrétiser toutes les actions qu'on a pu, tous les projets identifiés avec l'aide les aides financières de l'appel à projet Remove. Donc là, on aura la réponse en octobre. On croise les doigts. Voilà. Donc je suis passée un petit peu vite, mais en gros en bilan, ce qu'on peut dire, c'est que à travers tous ces projets, on est dans une dynamique globale et on sent qu'on est pas mal aidé, qu'il y a vraiment des choses à faire. Et oui, aussi l'outil de l'ADEME sur l'appel à projet Remove permet vraiment de bien identifier les gains environnementaux, les gains énergétiques. Donc ça aussi, c'est un vrai, ça a été une vraie aide pour vous, pour être sûr qu'il y a un vrai intérêt à mettre en place certains reports modaux. Voilà, donc là,
on en a parlé tout à l'heure. Enfin, et l'étude présentée par Madame Noat disons le laisse pressentir, mais il y a une vraie attente pour pouvoir mutualiser certains trajets, parce qu'on nous on est entre guillemets on transporte des matières légères, donc sans passer par de la mutualisation, on a l'impression qu'en termes de coûts et d'organisation, ça peut être compliqué, ça peut coincer, c'est pas forcément très très intéressant pour certains transporteurs, même si on a réussi à mettre des choses en place, mais voilà. En rentrant dans toute cette réflexion et en mettant en avant les freins qu'on rencontre, on espère que ça va pouvoir faire bouger les lignes. Parce que l'offre est encore limitée, l'étude l'a montré aussi. En tout cas, de notre lorgnette, l'offre est encore limitée en termes de lignes, en termes de mode de conditionnement également. Donc nous, on est sur un mode de conditionnement particulier. On a des contraintes de chargement en centre de tri qui font qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type de contenant, qui nécessite aussi un matériel de chargement et de déchargement particulier. Et donc tout ça fait que, au bout du compte, quand on arrive à imbriquer tout ce puzzle, en termes de coûts, ça revient à quelque chose d'assez élevé. Donc il y a une vraie volonté au niveau de notre direction d'aller plus loin et de diminuer notre impact carbone pour toutes les raisons qu'on sait, notamment le changement climatique. Mais voilà, on espère que dans les mois à venir, années à venir, on va pouvoir aboutir à quelque chose de pérenne financièrement, parce que là, ça demande un vrai effort de la part de l'entreprise. Donc, la grosse question pour nous, si on arrive à être lauréat de certaines, de la AP Remove par exemple, ou de bénéficier de certaines aides, c'est par la suite comment pérenniser tout ce report. Est-ce que les coûts de transport vont pouvoir nous permettre de se rapprocher du routier et donc de poursuivre sur cette voie. Voilà. Désolée, je suis allée un peu vite. C'était très clair. Hein. Merci beaucoup Charlotte pour ce retour d'expérience concret sur les différents dispositifs proposés là tout au long de ce webinaire. Donc merci pour ce retour d'expérience et merci à tous pour votre participation. Vous retrouvez ici les coordonnées des différents intervenants. On peut prendre encore 3-4 minutes pour les questions si vous en avez à l'oral. Sinon, on a toutes vos questions à l'écrit. On pourra vous faire un retour à l'écrit de toutes vos questions. Mais s'il y a une question ou deux à l'oral, on peut les prendre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous manifester. Sinon, on a vos questions dans la rubrique questions et on répondra par email si possible. Voilà, on a des questions pour Valeur Plast, bien entendu, et Charlotte. Et puis après, voilà. N'hésitez pas en tout cas. Je crois qu'il faut qu'on lise les questions, hein. C'est ça, hein, en fait. Non? Peut-être, oui. Oui, je crois. Je me lance avec Valeur Plast pour Charlotte. Est-ce que vos actions dans le sens du report modal sont reconnues par vos clients, direct ou indirect, collectivités? Oui. Donc nous, on a eu cette démarche. Alors déjà, on a réenclenché les choses aussi parce qu'on a eu des demandes de la part de collectivités, comme je vous disais, qui étaient soit embranchées voie d'eau, soit à côté de hubs ferroviaires. Et donc certaines sont vraiment demandeuses de ce report modal et de faire en sorte qu'il y ait, disons, moins de camions sur les routes, hein, même si bon, on a du pré-acheminement, du post-acheminement, mais certaines sont vraiment sensibles à ça. Donc oui, c'est pour certaines collectivités, c'est vraiment un élément différenciant de notre offre commerciale. Donc voilà, on le fait pour ces raisons. Donc oui, c'est reconnu. Très bien, c'est une bonne chose. Ok. Si dans les différents intervenants, vous voyez une question sur laquelle vous pouvez répondre, n'hésitez pas, à l'oral, de prendre la main. Et voilà. Éloi, oui, on est en contact avec un certain nombre de chargeurs qui
dont on voit que bien sûr le critère prix, enfin coût du transport est essentiel, mais pour autant la réduction de l'empreinte carbone et je dirais de façon générale la réduction de l'empreinte environnementale des transports est aussi un autre critère important. Donc il n'y a pas que le prix qui entre en ligne de compte dans l'analyse. On le voit bien sûr, il ne s'agit pas que les options proposées en transport massifié explosent les compteurs en termes de budget, ça c'est pas possible. Mais voilà, on voit que ça n'est pas. Enfin, nous on est en contact avec au moins une centaine de chargeurs et de commissionnaires de transport, et on voit qu'il n'y a pas que le critère prix qui est important en fait. Merci pour ce complément d'information. Hop. Et aussi, je voudrais ajouter que même, enfin, là, je vois en réponse à la question, voilà, je vois que Marlène a répondu, mais certains transporteurs routiers envisagent de se diversifier sur le report, enfin le report modal en tout cas, oui, sur le transport fluvial ou autre. Donc enfin, c'est peut-être pas si évident comme ça pour un transporteur routier, mais en tout cas, il y a des axes de développement qui peuvent être intéressants et qui permettraient de développer aussi une clientèle qui est en demande de cette diversification. Donc Ok. En tout cas, pour moi c'est clair, c'est sûr. Mais on a bien dépassé. Je vous propose qu'on s'arrête là, qu'on répondra à vos différentes questions par email s'il y a des questions sans réponse. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre participation et votre attention, et j'espère que ce webinaire vous aura plu. Il sera disponible en tout cas en replay. Donc merci à tous et bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir. merci, au revoir.